Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, votre podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve, alors comme pour le premier épisode qui était intitulé sous la même bannière, à savoir Made in Asia, Julien Brun. Salut Julien. Salut Guillaume, salut à tous. Écoute Julien, ça me fait très plaisir qu'on puisse refaire un épisode ensemble. Il faut savoir, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, qu'il y a déjà un premier épisode hors série qui existe dans le flux du podcast, donc remonté de quelques épisodes. On vous avait parlé dans les grandes lignes et avec quand même des approfondissements sur pas mal de sujets sur la notion de la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. Il faut dire que s'il y a bien une période dans laquelle il est propice de parler de supply chain, c'est en ce moment, depuis un an, avec la crise sanitaire qui bouleverse avec des conséquences sans précédent la manière dont fonctionne la supply chain. Pour redonner quelques éléments de contexte, tu travailles toi, Julien, justement dans le domaine de la supply chain. Tu es situé au Vietnam et tu es également un soutien du podcast sur Patreon. Et donc on avait échangé initialement sur plusieurs aspects, plusieurs thématiques hors série qu'on pourrait faire dans le domaine de la tech reliée à l'Asie. Après avoir abordé la supply chain, on va vous parler dans cet épisode du développement applicatif, du développement logiciel, alors en Asie, et puis surtout en prenant quelques particularités avec des pays qui présentent évidemment des petites différences, des disparités. Il y a des points notables. Donc je pense que ça va être assez passionnant qu'on parle ensemble de développement logiciel, Julien. Juste avant qu'on en parle, un petit élément de contexte un peu personnel, parce que tu me disais juste avant l'enregistrement de l'émission qu'au Vietnam, vous êtes bien moins touchés que nous en France. Au moment où on enregistre cet épisode, le 9 avril, moi je suis en confinement total, donc en travail à la maison en même temps que la garde de mes enfants, ce qui oblige à être assez polyvalent. Et tu me disais de ton côté que vous n'êtes finalement pas si impacté que ça au Vietnam pour l'instant. Alors nous, on a beaucoup plus de chance, effectivement. Il y a plus de restrictions depuis plusieurs mois. Je dirais que la période où ça a été un peu serré, où ils ont fermé les restaurants, les magasins, c'était la période mars à mai, et ça s'est relâché progressivement. Et puis depuis, ça se passe très bien. Il y a eu dans chacun des pays un peu des comportements différents, mais l'essentiel de l'Asie est plutôt bien loti, en tout cas mieux que l'Europe, en tout cas que la France. Pour donner un exemple, au Vietnam, il doit y avoir 30-40 cas sur 90 millions d'habitants. Donc j'avoue que c'est pas la priorité numéro un. C'est la vie comme avant. Ça a été une période un peu tendue, comme partout, mais on en est sorti beaucoup plus vite. Et ce qui me fait dire qu'on pense bien à vous. Je suis les actus de la France, évidemment, et j'espère que ça sera votre dernière vague, dernier confinement. Ça y ressemble. Mais pour témoigner de ce que c'est après, c'est pas mal. Je vous recommande le post-Covid. Ouais. On a hâte de te rejoindre dans cette situation. Alors les mauvaises langues diront ouais, alors bon, quand il n'y a pas beaucoup de chiffres, les gouvernements ne donnent pas les vrais chiffres et mentent sur les statistiques. Bon, je suis assez convaincu à titre personnel que c'est pas forcément le cas, en tout cas au Vietnam. On discutait un petit peu sur les origines possibles, enfin en tout cas de cette différence sanitaire, puisque le virus vraisemblablement ne s'arrête pas à des frontières, il transcende les frontières, mais il y a de bonnes raisons de penser que les politiques, la manière dont sont menées les politiques, les libertés aussi, j'allais dire coercitives d'action de certains gouvernements peuvent aussi avoir des impacts beaucoup plus forts. Et puis peut-être aussi des histoires de posture, hein, c'est ce que tu me disais juste avant, qui peuvent susciter de la différence. Oui. On va pas rentrer trop dans les détails. Bon, enfin, vas-y, hein, si tu voulais compléter avec des éléments sur la gestion de la crise entre les pays, c'est intéressant. Il y a un élément important, effectivement, la réaction a été beaucoup plus rapide qu'en Europe et l'efficacité des mesures a été immédiate. Donc c'est ce que je disais en off avant, c'est l'avantage des dictatures. Je dis pas que toute l'Asie est une dictature, mais il y a beaucoup de pays un peu autoritaires, et l'autorité dans des périodes de crise, ça fonctionne mieux et on l'a vu directement. Donc c'est pas une promotion de l'autorité, mais dans ce contexte, ça a fonctionné. Ouais.
Écoute, en tout cas, d'un point de vue sanitaire, tant mieux si tout va bien, c'est un point important. On va parler quand même d'éléments d'actualité avant d'aborder des thématiques un petit peu plus durables et un petit peu plus sous un angle géographique, historique du développement logiciel en Asie. Juste pour un point d'actualité, autour de la crise des composants, c'est un point très important dans l'actualité de la tech dans les grandes lignes. Je dirais d'ailleurs que pour moi, le grand enseignement d'actualité tech de ces dernières années, c'était le conflit qui voyait s'affronter les États-Unis et l'Asie. J'ai l'impression qu'évidemment, les conséquences vont continuer à être observées, mais qu'il n'y aura pas forcément de nouveaux grands changements là-dessus. On verra ce qu'il en est. Mais la grande actualité, c'est plutôt la crise des composants qui fait qu'en gros, il n'y a pas de PS5, il n'y a pas de Xbox Series X, que certains constructeurs automobiles sont obligés de se mettre en pause dans la production de leurs véhicules. Alors, ce serait intéressant qu'on se pose un petit peu parce que c'est un exemple parfait des implications d'une supply chain qui subit des aléas. Et toi, évidemment, tu es aux premières lignes pour observer les origines de cette crise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Covid, on voit une chute des ventes de voitures énorme. Ça a été un choc pour beaucoup d'industries, dont l'industrie automobile particulièrement. Donc au début de la crise, les gens se sont dit merde, on va plus vendre de voitures. On a fait des prévisions à la baisse, on a réduit les budgets, on a coupé les coûts et on s'est dit la crise automobile va durer. Et donc, comme les stocks coûtent cher, on va moins commander de produits qui servent à fabriquer les voitures. Exactement. Et on s'est même retrouvé dans des situations, de ce que j'ai pu entendre et lire, des fabricants de voitures qui essaient de revendre leur stock de composants dont les chips pour vider, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas reprendre les productions d'aussitôt. Mais en parallèle, ce qui a été un peu surprenant, ou ce qui a surpris beaucoup de gens, même si maintenant on s'y est fait, c'est la montée en puissance des produits électroniques de grande consommation, les téléphones, les Chromebooks, tous les outils qu'on utilise au quotidien. Il y a eu un boost énorme en 2020 qui a tiré la demande des composants pour ces produits et en parallèle la consommation pour les voitures a baissé drastiquement. Donc on se retrouve sur une nouvelle distribution de là où les volumes de chips de composants vont. Et on a pu aussi assez vite revoir le marché automobile reprendre. En fait, il a repris un peu plus tôt que prévu. Donc, il s'est passé un effet intéressant, c'est que ils ont rouvert les usines, ils ont dit on va recommander des puces. Sauf que toute la capacité qui a été allouée par les fabricants de puces aux consommateurs électroniques, aux produits de grande consommation, n'était plus du coup disponible pour fabriquer des composants automobiles. Et la réalité de la supply chain, c'est une capacité, elle a toujours une limite. On peut pas produire plus que ce qu'on peut produire, ça paraît con, mais des fois on l'oublie. Et voilà, en l'occurrence TSMC et les autres sont retrouvés à dire ouais, mais désolé, nous on a prévu de produire pour nos clients qui ne sont pas les constructeurs automobiles et on est déjà plein et désolé, mais on n'a plus de capacité pour vous, va falloir attendre. Et c'est là où on se retrouve dans une situation où il y a plus de chips, non seulement plus pour l'automobile, mais aussi plus pour certains produits nouveaux qui nécessitent des investissements supérieurs parce que tout est déjà occupé par les ventes de produits électroniques courants. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui et c'est vachement intéressant parce qu'on est aussi dans une transformation de l'automobile vers des choses, des autos plus électroniques, plus électriques, et du coup le pourcentage d'électronique dans une voiture est en train de monter en flèche. On est à 40% du coût d'une bagnole aujourd'hui et de l'électronique.
il y a 10 ans, il y en avait 20%. Et on va monter comme ça de plus en plus. Donc il y a Ouais, j'ai un graphique sous les yeux de Bloomberg sur le sujet. En 2000, c'était le coût des composants, c'était 18% du coût total d'une voiture, 27% en 2010. Aujourd'hui, on en est à 40% et les projections montrent que ça montera à 45% en 2030, ce qui veut dire que on tend vers le coût d'une voiture qui serait dicté pour moitié par le prix des composants, ce qui en laisse songeur sur la portée informatique de cette industrie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les composants qu'on met dans une automobile, c'est pas les mêmes que ce qu'on met dans nos téléphones au final, même s'ils sont souvent un peu moins performants, mais ils sont beaucoup plus robustes. Et du coup, ils ont des garanties intrinsèques qui font qu'ils vont durer des années sans foutre en l'air le conducteur. Ce qui est moins le cas sur des téléphones ou des ordinateurs. On va changer l'ordinateur. C'est un enjeu qu'on a aussi c'est un enjeu qu'on a aussi et qu'on a déjà décrit dans l'espace, par exemple. C'est pour ça que les processeurs qu'on envoie dans l'espace sont pas les derniers processeurs qu'on met dans les smartphones. C'est qu'il faut qu'ils aient des garanties d'efficacité, d'efficience et de durabilité beaucoup plus importants que des smartphones, évidemment. Exact. Alors juste pour essayer aussi de ramener ça à des considérations réelles, on pourrait se dire mais pourquoi ils font pas un petit peu d'automobile et un petit peu tu vois, qu'ils essaient d'équilibrer ça un peu au jour le jour pour contenter tout le monde. Et ça, c'est une réalité opérationnelle qui fait quand on produit, et particulièrement dans ces industries où les usines coûtent des milliards et des milliards, changer d'un produit à un autre, d'une chip A à une chip B, ça prend non pas des heures mais des semaines. Donc quand on a mis en place une production, on y va, ça crache de la chip, des millions de chips à la minute, mais pour changer d'une chip à une autre, ça prend des semaines. Donc c'est très rigide comme système, c'est efficace mais c'est très rigide. Du coup, les changements de prévisions qui se sont passées, c'est quand même plus difficile à absorber que beaucoup d'industries. Voilà, c'est une industrie rigide et qui coûte très cher. Ouais. Bien sûr. Alors ça c'est un petit peu sur la photo de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que ça a produit ces effets-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de garder à l'esprit le fait qu'une usine peut pas tout basculer du jour au lendemain pour la production de puces qui lui ont été commandées, qui sont sur des philosophies et des attentes complètement différentes. Du coup, vers quoi on va évoluer selon toi sur ce sujet-là? Comment va se prolonger cette crise des composants? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer encore quelques mois? Est-ce que ça va déborder sur les années à venir? Comment tu vois les conséquences? Alors, juste, c'est toujours difficile de prévoir. Oui, la boule de cristal est compliquée. Nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est les dynamiques industrielles et géopolitiques qu'il y a derrière, parce que on sait que, en gros, 50% des chips qui sont faits dans le monde, c'est TSMC qui les fabrique. TSMC, on le sait tous, c'est à Taïwan. Et on a vu les chiffres d'investissement qu'ils ont prévus, c'est des centaines de milliards sur les 3, 4, 5 prochaines années d'investissement. Ils investissent dans des outils de production pour arriver à fabriquer ces puces à 3 nanos, peut-être 2, peut-être 1 bientôt. Tout cet effort, c'est beaucoup de R&D et beaucoup de machines ultra customisées qui vont faire chacune des petites opérations, les tests, les trempages. C'est compliqué. On a beaucoup d'étapes sur la fabrication. Donc cet investissement est massif. Il faut des milliards pour garder être encore pertinent dans la course dans ce secteur de plus en plus. Donc il y a une tendance à la consolidation. On voit les gros acteurs qui commencent à sortir du lot. Les TSMC il y a 10 ans, ils étaient pas là, ils étaient beaucoup plus discrets. Là, on voit des mastodontes se passer parce que c'est la seule façon de tenir la course. Donc la consolidation, ça fait que voilà, les volumes se consolident sur des zones géographiques très très spécifiques. Et en gros, on est à Taïwan et en Corée du Sud avec un peu de Japon. L'essentiel de ce qui est produit au monde, ça se passe là. Du coup, on est aussi intéressé par cet aspect-là, c'est qu'il y a une dépendance. S'il y a quelque chose qui se passe mal dans ces pays,
il est fort possible que les crises de composants risquent de continuer et d'être un peu plus sévères que de juste faire des ruptures pour quelques produits à droite à gauche. Et je pense notamment à Taïwan, qui est, on le sait tous, sous les feux ou sous les regards insistants de la Chine, qui aimerait bien récupérer, au-delà de l'aspect politique et territorial, le savoir-faire de fabrication des composants, qui aujourd'hui n'est pas au point en Chine, en tout cas pas à ce niveau. Donc c'est ultra stratégique pour la Chine. Les Américains sont un peu aussi au courant de ce genre de tension, et du coup Taïwan se retrouve au milieu de beaucoup de tensions à cause de cette capacité à produire l'essentiel des chips du monde. S'il y a une et les Chinois on montre les muscles de plus en plus, on le voit en Asie aujourd'hui, ça commence pas à chauffer, mais ça se tend tous les jours, une petite tension qui dérape, et il y a 50% de la production de chips qui s'arrête, ou qui en tout cas n'est plus disponible. Et ça peut, je vous laisse imaginer les conséquences derrière. Donc voilà ce qu'on peut attendre. Géopolitiquement, ça peut être tendu. Si on laisse passer cette crise un peu ponctuelle du fait du Covid, et qu'on assume que tout le reste se passe bien, normalement ça devrait se calmer d'ici cet été, voire fin d'année, avec les dernières vagues de rupture. Ils sont en train de bosser pour remettre de la capacité en route. Évidemment, si on peut pas produire, c'est du manque à gagner, donc personne n'est content dans cette situation. Donc ça devrait se calmer d'ici quelques mois. Et puis pour ceux qui se poseraient la question sur cette présence de la production des composants à Taïwan, et qui se diraient finalement qu'est-ce qui empêcherait d'autres pays de faire la production des composants qui est faite à Taïwan. Il y a pas de ressources comme le pétrole par exemple qui peut pas être trouvé ailleurs, mais en fait ce serait évidemment mettre de côté ce qu'on a déjà dit dans le premier épisode de Made in Asia, où on vous parlait de la supply chain, et qui montre à quel point justement c'est pas si simple de changer une chaîne d'approvisionnement, et surtout des emplacements géographiques de production aussi importants, de par les relations avec les fournisseurs, de par les rythmes qui sont installés, de par les savoir-faire. Il y a évidemment beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, qui font qu'on peut pas déplacer de Taïwan ce qui est fait aujourd'hui. En tout cas pas simplement, c'est en tout cas un mouvement que veut initier à sa manière Intel avec ses dernières décisions, de proposer ce service de réalisation de puces avec sa filiale dédiée pour d'autres entreprises. Ça s'annonce captivant, et on le suivra de très près. On va rentrer, Julien, si tu le veux bien, dans le cœur de notre dossier de cet épisode. C'est le deuxième volet de ce qu'on avait identifié ensemble pour parler de la technologie en Asie. Donc on avait parlé spécifiquement de la supply chain, et je pense que c'était important de commencer par là parce que ça nous a permis de poser les bases de beaucoup d'autres sujets, on le voit. Mais là, on va parler plus spécifiquement de développement logiciel, de développement d'applications. C'est vrai que c'est un domaine qu'on connaît pas très bien, mais sur lequel on va pouvoir se pencher ensemble. Alors Julien, dis-nous tout. C'est quoi la photographie du développement logiciel en Asie et en général? Alors pour donner un peu de contexte, moi je suis pas un développeur, j'emploie des développeurs, j'ai une entreprise j'ai des produits digitaux que je commercialise, et j'ai des développeurs qui développent. Donc j'ai cette expérience de créer une équipe produit, et je travaille avec beaucoup d'entreprises qui elles outsourcent des services de développement logiciel à des pays comme la France, comme les États-Unis, comme partout dans le monde. Donc je suis un petit peu dans ce milieu. Je suis aussi coprésident de la French Tech au Vietnam. On essaie d'animer la communauté ici. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis pas un développeur. Donc me demande pas des choses trop techniques. J'ai la chance de pas avoir Guillaume Poggiaspala qui m'aurait peut-être un peu titillé à droite à gauche. Là, je te donne un overview. On a un marché qui est assez morcelé. On va prendre les grandes lignes. C'est un marché encore assez, en tout cas sur la partie Asie du Sud-Est, un marché assez outsourcing. Ce que j'appelle outsourcing, c'est on trouve beaucoup de software factory ou des workshops
C'est-à-dire que c'est des petits fabricants de software sur mesure qui vont être mandatés par des boîtes européennes ou américaines pour les aider à développer leur solution. Donc le client va définir les besoins fonctionnels et l'équipe locale en Asie va définir les specs techniques et va développer le logiciel qui va être testé ensuite par le client lui-même. Donc on est dans une relation client-fournisseur, un client qui définit, un fournisseur qui développe. Et ça c'est assez courant. Ça permet, c'est un peu le début d'une transition technologique de beaucoup de pays. Ça permet de gagner en compétences localement et de développer une capacité de développement de logiciels. Donc on trouve ça dans beaucoup de pays, au Vietnam, en Inde. En Inde, c'est l'usine du monde du développement logiciel. Si vous voulez un logiciel, il y a moyen que vous trouviez quelqu'un qui vous le fasse en Inde pour pas trop cher. Pareil au Vietnam, à moindre mesure. Mais on trouve, voilà, comme on trouve des usines de vêtements en Asie, on trouve aussi des usines de software. Cela dit, ça crée un environnement qui est assez peu innovant. On a peu d'innovation en Asie, en tout cas du Sud-Est. On a quelques îlots d'innovation comme Singapour, un peu en Chine et certainement au Japon, qui est lui-même au Japon et la Corée du Sud, qui sont des marchés plus matures. Mais de façon générale, le niveau de l'innovation est un cran en dessous, voire deux, de ce qu'on trouve en Occident. Donc c'est du code brut, c'est beaucoup de devs assez compétents, des fois techniquement très bons, mais peu d'innovation et peu d'architecture, ou une architecture un peu bancale. Il y a peu d'ingénieurs logiciels sérieux encore dans les pays asiatiques. Donc on se retrouve avec une capacité de production, mais tout ce qui est conception et architecturing, c'est plus compliqué. Il vaut mieux avoir une belle équipe en local et puis vraiment outsourcer son code directement. Voilà. Est-ce que ça ressemble, est-ce qu'on peut faire des parallèles avec les images probablement caricaturales qu'on peut avoir sur la conception de produits physiques? Sous-entendu, on a beaucoup d'entreprises américaines qui peuvent concevoir leurs produits et le faire fabriquer en Asie. Est-ce que là, on est parfois sur des équivalences, c'est-à-dire que la structure logique, l'intelligence du service, l'architecture globale, elle peut être faite dans d'autres continents et que la réalisation du code, elle peut être massivement faite en Asie? Très comparable, effectivement. C'est une supply chain de software. Là, on a des usines à software. Effectivement, c'est le client à l'étranger, souvent, qui va définir ses logiques, ses interfaces. Il faut quand même mâcher un peu le boulot si on veut un truc un peu clean. Le fait de dire, je veux un logiciel qui va me coordonner ma maison quand je rentre, je veux que tout soit, voilà, définir un logiciel un peu conceptuellement, il y a des chances qu'on se retrouve avec un truc qui marche pas ou qui fasse les frites au lieu de faire le café, quoi. Donc on a quand même c'est ce côté, voilà, on a des bons techniciens mais peu de bons ingénieurs encore, je pense, en Asie de façon générale. Et d'ailleurs, j'imagine que ça se ressent sur des développements avec des méthodes dites agiles. Alors là, je peux brancher un épisode que j'ai fait de Real Life avec mon ami Matt, où on parle globalement de l'amélioration du quotidien et du développement personnel. On avait reçu une personne qui était, on va dire, évangéliste des méthodes agiles, au sens large de l'ensemble des méthodes agiles. J'imagine que c'est compliqué du coup de travailler en méthode agile avec ces équipes-là en Asie. Alors, c'est un peu la seule façon. En l'occurrence, c'est compliqué. Agile, c'est toujours compliqué. Hein. J'ai une opinion sur ça, mais je la partage après. Je vais juste dire que si on garde le principe de l'agile, c'est de garder le lien très très fréquemment et d'ajuster plutôt que de faire des grands pans de logiciels pendant des semaines et puis de se rendre compte que ça marche pas au bout. Donc c'est cette proximité entre l'équipe fonctionnelle et l'équipe technique qui fait que ça fonctionne. Et c'est important ici, particulièrement avec les problèmes de langage.
où quand même on arrive dans certains pays à pas se comprendre. C'est assez clair. Je prends l'exemple du français moyen. L'anglais est quand même pas toujours très bon. À part aux Philippines, mais aux Philippines, dans quelques pays où on parle bien anglais, on arrive très vite à plus comprendre et à faire vraiment de la merde, quoi. J'ai eu des belles histoires de miscommunication qui ont fait des catastrophes. Donc il y a besoin d'agile pour qu'un logiciel arrive là où il doit être, entre un pays producteur en Asie et un demandeur, un designer en Europe, par exemple. Par contre, voilà, le problème de l'agile, et ça c'est plus une opinion perso mais d'expérience, c'est qu'on sait pas trop ce qu'on va livrer quand, par définition. C'est pas faux. C'est difficile de s'engager sur des délais et on arrive très vite à se retrouver à payer plus qu'on avait prévu, à fixer des trucs qu'on n'avait pas réfléchi. Bon, ça fait partie de la vie du software, mais c'est pas de tout repos, c'est sûr. On est en train de mettre en place plutôt vraiment un service pour le coup que de livrer un produit. C'est vrai que ça peut être assez flou entre les premières images et les livraisons en cours de route, c'est clair. Ok. C'est quoi le salaire type d'un développeur en Asie ? Écoute, ça varie de pays en pays. Ça va être dans une fourchette pour un développeur junior plus, voire entre 18 et 30 ans, ou 20 et 30 ans, ça va être entre $500 et $2,000. Donc 450 et 1 800 €, quoi. Ce qui est un bon salaire. Ce qui est un très bon salaire. Alors, en tout cas, au Vietnam, c'est un super salaire. C'est assez douloureux de voir l'écart entre des managers, des gens qui ont des responsabilités énormes, qui sont payés 1 500 avec difficulté, et des développeurs qui sortent de l'école, qui montent à 2 000 en quelques mois. Je dis pas que c'est haut, mais je veux dire qu'il y a une distorsion par manque de développeurs, par manque de capacité, en tout cas au Vietnam, qui fait que les salaires montent en flèche et on se retrouve des fois avec des salaires qui sont comparables à ce qu'on peut trouver en Europe. Et ça, c'est une tendance qui est peut-être temporaire, mais c'est ça. Le marché est tendu, donc c'est difficile aujourd'hui de trouver des développeurs. Moi, j'ai un peu abandonné le fait de trouver une équipe localement. J'ai été obligé de lancer une remote team. Donc j'ai des gens, des développeurs un peu en Russie, en France, en Vietnam, un peu partout dans le monde, parce que localement je trouvais pas toutes les compétences que je voulais. Donc et pour des prix pas toujours attractifs. Donc ça fait que l'Asie est, oui, certes moins cher, ça c'est une réalité. Mais la tendance fait que ça monte vite parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Ok, tu nous décrivais cette production, cette capacité de production sur la base de demandes qui sont faites, alors pas forcément d'architecture et de conception en amont. Est-ce que tu vois des évolutions dans le temps ? Est-ce que c'est quelque chose qui reste vrai et qui ne bouge pas ? Ou est-ce que tu vois des choses émerger ? Est-ce qu'il y a des tendances autour de la création de start-up ou d'innovation dans certains domaines ? Effectivement, le niveau de l'innovation est relativement encore bas. Il y a quand même une tendance, et chaque génération, en tout cas dans l'IT, c'est 2-3 ans. C'est-à-dire qu'un développeur qui sort de l'école par rapport à un développeur qui est sorti il y a 2-3 ans, le niveau qu'il a est un cran au-dessus. Donc il y a une qualité d'éducation dans l'IT, dans le secteur de l'IT qui s'améliore, et on arrive de plus en plus. Moi, je suis assez frappé sur les jeunes, les très jeunes qui sortent d'école et qui ont un niveau très 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 correct. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc on voit l'amélioration de la qualité des développeurs qui s'opèrent, et en parallèle une tendance à l'innovation quand même. Il y a des startups, on voit c'est une tendance qui a 2-3 ans maximum, en tout cas sur le Vietnam, un peu plus longtemps à Singapour, mais il y a quelques places en Asie où on voit quand même un bouillonnement, des idées pas toujours nouvelles, mais des nouvelles façons de créer des sociétés un peu rapides. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des réplicas. Il
y a toujours il y a de l'innovation, mais il y a plus de nouveaux modèles. On va revoir un Uber Uber ici, il s'appelle Grab. Donc c'est une boîte locale qui a été très vite déployés sur l'Asie. Ils font un carton. Uber a essayé de rentrer, ils sont ressortis la queue entre les jambes dans la majorité des pays. Donc on voit des entreprises asiatiques qui reprennent des modèles existants et qui les font marcher dans les pays asiatiques. Donc on voit de l'innovation locale. C'est pas encore une fois des nouveaux modèles, mais c'est des applicatifs de modèles qu'on a vus. On voit aussi un exemple assez récent d'une boîte qui a repris le modèle de vente privée au Vietnam, aux Philippines, à Singapour. Ça a très bien marché. On voit encore des boîtes qui font du streaming un peu à la mode Netflix, mais avec du contenu local. Donc on voit quand même des boîtes locales se créer, pas toujours ultra innovantes, mais des façons d'appliquer des concepts qui fonctionnent mieux en Asie que un import pur de produits occidentaux en Asie. On a vu beaucoup de produits occidentaux rentrer et ressortir. Amazon, par exemple, n'est pas présent au Vietnam. Alibaba, ils sont là depuis pas mal d'années. Donc on voit les Occidentaux peiner à rentrer, en tout cas dans les marchés de la tech, sur les marchés asiatiques et l'émergence d'entreprises locales, du coup. C'est quand même impressionnant parce que tu nous dis 2-3 ans. Je trouve que c'est des changements qui sont quand même très soudains finalement en termes de profils de développeurs qui peuvent évoluer et des profils de propositions de valeur. Ça me paraît être très rapide. Donc on peut s'attendre vraisemblablement à ce que dans les années à venir on ait des nouvelles émergences et donc il faut suivre ça de près. C'est cool. On a fait une photo à l'échelle presque du continent, de la philosophie asiatique. C'est très difficile d'aller plus loin sans rentrer un petit peu dans le détail des pays, parce qu'évidemment les différences sont importantes, j'imagine, d'un pays à un autre. Est-ce que tu peux nous lister quelques pays remarquables de la part de leur profil et de leur situation du développement logiciel? J'ai envie déjà de t'interroger spécifiquement sur les géants comme la Chine et l'Inde que tu citais tout à l'heure. Oui, alors c'est compliqué toujours de dire l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Ouais. Voilà. Bon, ça on le sait. Maintenant, il y a les deux gros de l'Asie, la Chine et l'Inde. C'est des mastodontes en soi. La Chine est un énorme pays et là il y a certainement une innovation ultra forte, mais très contenue, très localisée. Il y a peu de fuites ou il y a peu de produits purement chinois qui s'exportent comme tel, et c'est un peu une boîte fermée la Chine en termes de software. Ils ferment aussi leurs portes en rentrée. On peut pas aller sur Google Maps en Chine, par exemple. On peut pas utiliser WhatsApp en Chine. Il y a beaucoup de contraintes. Donc c'est voilà, il y a 1,5 milliard d'habitants. La moyenne d'âge, ça, je l'ai réappris parce que je l'avais oublié, mais elle est assez haute. La moyenne d'âge est à 37 ans en Chine, et il y a une innovation sur l'IoT qui est incroyable. C'est probablement l'économie la plus avancée en termes de tech aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. On paye ultra facilement. Il y a de moins en moins de cash en Chine. Il y a une technicité qui est très forte. Il y a un déploiement qui se fait par la force gouvernementale et de milliards de dollars de mastodontes d'entreprises qui sont énormes. Ça va ultra vite et il y a peu de limites, notamment les limites disons morales. C'est aussi un bon endroit pour se faire piquer ses idées. C'est assez vrai partout, mais la Chine est assez réputée pour ça. Donc, si vous avez une super idée qui est encore en phase de réflexion, vaut mieux la protéger, on va dire, pour être politiquement correct.
Donc c'est un beau pays, mais qui reste assez fermé. On voit peu d'outsourcing, en tout cas purement chinois. Ça va être les entreprises chinoises d'IT sont plutôt orientées sur le marché domestique en l'occurrence. Par contre, l'Inde, c'est une histoire assez différente. C'est un pays qui est. Alors, j'ai bossé avec des Indiens, j'ai quelques staffs indiens, et le mindset en Inde, quand on est un homme en tout cas. Parce que c'est quand même assez séparé, c'est des histoires différentes. Mais quand on est un homme, il faut faut étudier l'IT et après on définit ce qu'on veut faire. Donc on sort du lycée, tu fais une école de développement et après tu vois si tu veux être un docteur ou quoi. C'est un peu le passage obligé de beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup d'Indiens qui savent coder à peu près. Il y en a qui continuent et qui en font leur métier. Il y en a qui changent de voie. Et ils ont une capacité de développement. Aujourd'hui, les plus gros centres de développement internationaux en outsourcing, ils sont en Inde clairement. C'est des milliers de développeurs sur des plateaux entiers qui vont pisser du code toute la journée à des vitesses pas croyables. Donc c'est là où on va trouver le quantitatif. C'est l'Inde qui va produire les plus gros volumes. Ça va pas forcément être le plus qualitatif de mon expérience. Mais il y a un avantage, c'est qu'ils parlent anglais, et ça c'est quand même pas rien. Mais il y a aussi une expérience perso qui fait que même avec un bon anglais, il y a quand même d'autres barrières culturelles qui font que on se comprend pas toujours. Donc il faut faire gaffe à ça. Il y a des pièges qui font qu'on arrive à se comprendre en s'écoutant. Mais la culture vient derrière et des fois on ne se comprend pas. Et ça, c'est une réalité opérationnelle qui est importante à savoir. Donc ça, c'est les deux gros, la Chine, l'Inde. Après vient derrière, ça dépend un peu de quel point on se place. Moi, j'ai un petit biais, mais je dirais le Vietnam. C'est un beau pays de 100 millions d'habitants qui cartonne économiquement. C'est un des seuls pays qui a une croissance positive en 2020. C'est des prix un chouille plus élevés que l'Inde. La qualité est souvent un peu supérieure aussi. Et ça va être des plus petites équipes, probablement des équipes plus qualitatives avec une technicité assez intéressante. L'anglais est moyen et on peut se retrouver avec des surprises de communication aussi. Mais on essaye de travailler sur cet aspect. Je pense que ceux qui ont développé du logiciel savent très bien que la communication, c'est à peu près 50% de la qualité et du timing. Donc faut, voilà. Le coût caché d'outsourcer, même dans des pays qui parlent anglais, il est assez important. Après, on a Singapour. Singapour, c'est un peu, on appelle la Suisse de l'Asie. C'est un tout petit pays. Il y a 4 millions 5 millions d'habitants maximum. Un pays assez mature. On trouve, il y a un gros push du gouvernement qui met des millions sur la table pour aider les startups, pour aider à l'innovation. Il paye les entreprises. Il y a quelques temps de ça, il donnait de l'argent aux entreprises pour qu'elles-mêmes puissent s'équiper de produits digitaux pour améliorer leur productivité. Donc je veux m'acheter un CRM, je vais au gouvernement singapourien, ils disent tu fais un petit dossier et puis ils te payent 80% du coût du logiciel. C'est énorme et ça a transformé l'économie singapourienne vers une économie qui est ultra orientée innovation. Des très bonnes universités, c'est un petit hub d'innovation en Asie qui, à mon avis, est au début de son aventure, mais c'est très chouette à voir. Il y a une French Tech très active aussi là-bas. Un très beau pays, mais pour de l'outsourcing, on risque d'éviter parce que ça coûte très cher ou assez comparablement à l'Europe en tout cas, de faire développer des logiciels à Singapour. On n'a pas toujours en tête, effectivement, c'est important de le rappeler, la taille de Singapour, la taille géographique. Hein. C'est une grande ville en fait, c'est ça. Enfin, c'est une grande ville, ouais. C'est un peu comme Hong Kong, c'est un tout petit territoire avec une ville dessus et c'est joli, mais voilà, on fait le tour en une journée. Donc je dis pas que c'est facile, mais c'est des microcosmes
économique où les dirigeants peuvent aller plus vite, peuvent prendre des directions qui vont avoir un impact assez rapidement, où il y a moins de résistance au changement. Bon, voilà. Donc, on voit ça comme un petit laboratoire. Et de l'extérieur, ça fait aussi, c'est une place reconnue, c'est une place crédible. C'est là où on peut mettre un centre régional, un centre de décision régional. Souvent, se positionne à Singapour et de moins en moins à Hong Kong. Donc, Singapour prend un peu le lead sur l'Asie du Sud-Est en tout cas. Et, on sait pourquoi Singapour est en perte de vitesse. Voilà, donc il y a Singapour. Après, il y a d'autres pays, Taïwan, il y a les Philippines, il y a l'Indonésie. Alors, je dirais que Taïwan, c'est aussi un pays très mature avec des très bonnes universités. C'est le pays des CPU, on l'a dit avant. Donc, il y a une ultra technicité sur ce domaine-là. C'est peut-être moins vrai sur le logiciel pur. Mais il y a un stack technologique à Taïwan qui est incomparable. Donc c'est un petit pays de 25 millions d'habitants aussi, très beau. Je vous recommande de visiter Taïwan. La moyenne d'âge est à 41 ans. Il faut aussi voir ça. Et c'est assez frappant quand on vient du Vietnam où la moyenne est à 30 ans. Voilà, on est dans un pays où il y a plus de vieux, où il y a moins de jeunes et du coup moins de capacité à produire des softwares parce que c'est surtout les jeunes qui ont appris à faire ça. Du coup. Voilà, je pourrais faire toute la liste des pays. Ouais. Alors par contre, peut-être pour conclure ce panorama, ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est si on prend le continent asiatique et si on essaye de définir ou de lister plutôt que de les définir, mais de lister les exceptions aux grandes tendances que tu as listées, notamment sur le côté production de code et plutôt à l'inverse architecture de solutions technologiques, on aurait peut-être le Japon, la Corée qui seraient des exceptions à ce que tu as décrit, ou je me trompe? Oui, il y a une maturité, ça c'est sûr, une maturité énorme en Corée, au Japon. Le Japon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays peut-être trop mature, c'est-à-dire ils ont perdu un peu leur capacité à innover. Il y a 10-20 ans de ça, c'était ceux qui sortaient je me rappelle de mon oncle qui ramenait un téléphone avec un écran en couleur où on pouvait voir des photos dessus. Il y a 20 ans, ça venait que du Japon. Et progressivement, ils se sont fait un peu dépasser par un excès de conservatisme, à mon avis, qui est assez culturel, qui fait qu'on préfère être safe que prendre des risques, pour être safe que innovant. Et on le voit, j'ai des amis qui essayent de trouver des développeurs en COBOL, qui est un langage ultra ancien qu'on utilisait dans les années 80, parce qu'il y a encore des banques au Japon qui tournent au COBOL et parce qu'ils veulent pas passer de transformer leur stack logiciel par peur de tout foutre en l'air. Donc ils restent bloqués des fois dans des périodes et ils se retrouvent avec des choses qui tiennent la route mais qui sont bloqués dans la dynamique d'innovation. Donc je dirais le Japon a un peu une ambivalence sur ça. Il y a plein de trucs encore intéressants, surtout sur la robotique, peut-être un peu moins sur le logiciel. Et il y a une tendance à être un petit peu derrière sur la pointe. La Corée, c'est un peu différent. Je pense qu'ils intègrent. Ils ont la chance d'avoir un stack technique probablement le plus complet avec des gens qui font des produits, des Samsung, des LG, des gens qui designent des chips, des gens qui fabriquent. Donc il y a un peu de tout en Corée. Et ça, c'est en termes technologiques, il y a tout le stack. Et en termes de logiciel, ils ont peut-être pas l'expertise logicielle pure, mais ils l'ont intégré, et les sous-systèmes de aéronautique, automobile, de consumer électronique, c'est souvent une intégration coréenne avec tous les ingénieurs qui ont développé tout l'ensemble du stack au-delà du software pur. Donc c'est peut-être un peu différent, mais c'est effectivement un pays
un pays très très pointu. Merci beaucoup Julien de nous avoir fait ce panorama. Moi, ça me permet de mieux comprendre un petit peu les spécificités du continent asiatique et surtout en matière de développement logiciel. On a d'autres sujets en bagage qu'on vous prépare et qu'on sera ravis de vous partager, notamment autour spécifiquement du e-commerce, alors qu'on aurait pu rattacher à cet épisode, qu'on fera pas pour des raisons de temps, de disponibilité d'enregistrement, mais on le fera dans un prochain épisode. Et puis, on s'intéressera aussi évidemment aux précieux, aux smartphones qui vous intéresse tant. On pourra se poser un petit peu sur le panorama des smartphones en Asie. Mais on va se garder des ressources pour de futurs épisodes. Julien, est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être pour conclure cet épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, à titre individuel ? Alors, je suis pas sur les réseaux classiques. On me retrouve sur LinkedIn, Julien Brun, Vietnam. Vous devriez trouver. Sinon, plutôt sur mon site internet cel-consulting.com, cel-consulting.com. Et voilà. Merci beaucoup Julien. Je suis Guillaume Vendée, si vous ne l'aviez pas encore entendu, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr à titre individuel. Vous retrouvez tout Tech Café sur techcafé.fr et vous retrouvez également la page Patreon qui vous permet de soutenir le podcast, comme le fait Julien de longue date maintenant. C'est patreon.com/techcafé, TECHCAFE, et vous trouverez les différentes informations quant aux paliers et aux contreparties auxquelles vous pouvez prétendre en soutenant financièrement l'émission. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous poser aussi des questions s'il y a des aspects qui mériteraient des éclairages complémentaires ou si les thèmes que j'ai listés pour les futurs épisodes vous suscitent des questions. On sera ravis d'y répondre, surtout Julien, je serai ravi de lui transmettre les questions et il sera probablement ravi d'y répondre. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Merci, salut.